Bonjour les amis, bienvenue chez moi à Aix-les-Bains pour cette capsule vidéo donc de questions-réponses. Comme je m'y étais engagé lors de mes précédents webinaires, je vous ai donc concocté des capsules vidéo questions-réponses. Deux ont déjà été mises en ligne par Bibouda. La première concernant le webinaire du 25 juin sur les clés des grands sportifs pour être au top dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. La deuxième capsule questions-réponses en rapport au webinaire du 29 juillet aussi sur les vertus méconnues de la respiration a été mise en ligne. Donc c'est petite capsule, on va dire questions-réponses, tout simplement pour répondre aux nombreuses questions qui sont posées lors des webinaires et auxquelles je n'ai pas forcément le temps de répondre sur le moment. Ben, vous êtes très nombreux, plusieurs milliers à regarder les webinaires, donc forcément, je ne peux pas répondre aux nombreuses questions. Nombreuses sont les questions qui sont identiques, qui reviennent systématiquement. Donc, nous avons essayé avec Bibouda de regrouper ces questions par thème et donc d'essayer d'y répondre sur cette capsule vidéo. Alors bien sûr, comme je le dis précédemment sur les précédentes capsules, je ne peux pas répondre aux questions qui sont orientées diagnostic. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas ce pourquoi je fais cela. Et comme je le dis toujours, quand vous avez des questions concernant des questions de diagnostic sur des pathologies bien précises et que vous voulez faire le lien avec l'alimentation, avec la respiration ou avec vos émotions, etc., orientez-vous vers votre thérapeute qui vous accompagne, qu'il soit ostéopathe, médecin, acupuncteur, psychothérapeute, coach, peu importe. Orientez-vous vers cette personne qui vous accompagne de façon à ce qu'elle puisse essayer de répondre à ces questions. Moi, je ne peux répondre qu'aux questions qui sont générales sur l'alimentation, sur la respiration, sur les clés, on va dire, les clés physiologiques. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, sur ces questions sur l'alimentation. Donc, les nombreuses questions sur 3 feuilles, hein, j'ai les feuilles qui sont là, je les ai imprimées. La première question qui m'a été posée a été posée par Sandrine, mais c'est une question, encore une fois, toutes les questions sont récurrentes et reviennent systématiquement. Sandrine me demande, pour améliorer mon acidose, je bois tous les matins un verre de citron à jeun. Est-ce une bonne chose? Alors, oui et non. Ça va dépendre, c'est la réponse du berger à la bergère. Bien sûr, très très souvent, on préconise de boire un verre de citron dans de l'eau tiède le matin à jeun. Il faut savoir que le citron a une particularité, c'est que c'est un acide. Là, on est vraiment dans l'équilibre acido-basique. Le citron est un acidifiant. Quand on le mange comme ça, c'est un acide, c'est de l'acide citrique, et donc il va nous acidifier. Par contre, le citron a une particularité, c'est que lorsqu'on le met lorsqu'on le presse et qu'on le mélange à une grande quantité d'eau, je dis bien à une grande quantité d'eau, il devient à peu près à 80%, à 80% des gens, un puissant alcalinisant. Alors, quand je dis une grande quantité d'eau, ce n'est pas un citron pour un mug, c'est un citron pour 1,5 litre d'eau, une grande quantité d'eau. Dans un mug, c'est juste une ou deux pressions, comme ça, juste pour ajouter du citron, pour qu'il puisse être alcalinisant, parce qu'en fait, ce citron a cette particularité, quand il est pressé, quand il est mélangé à une grande quantité d'eau et qu'il est au contact de l'amylase, l'enzyme salivaire, il transforme et il devient un puissant alcalinisant pour 80% des gens sur certains on va dire morphotypes. Pour les longilignes, frileux, type Christophe Willem, qui sont très grands, très longs, très minces, etc., très souvent le citron reste, dans ces morphotypes-là bien précis, le citron a tendance à rester un acidifiant majeur. Il n'est pas alcalinisant pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle certains nutritionnistes classent le citron comme étant dans la catégorie des produits acidifiants et d'autres le classent dans les produits dits alcalinisants. En fait, il est les deux en fonction des morphotypes et en fonction de la façon que l'on a de pouvoir le consommer. Dans de l'eau tiède, non dans un verre de citron, mais je rajoute dans de l'eau tiède. En fait, l'avantage de le faire dans de l'eau tiède, c'est que tout simplement, en même temps, il prépare notre système. Donc c'est un alcalinisant, mais c'est aussi un dépuratif hépatique. Et en plus, il va préparer notre intestin grêle. Cette eau tiède va préparer notre intestin grêle. Là, c'est pas le citron qui le fait, c'est l'eau tiède, et va réveiller de façon matinale notre intestin grêle pour qu'il se remette en branle et qui fonctionne, qui prépare sa journée. Voilà.
Donc oui, c'est une bonne chose pour 80, à peu près 80% pour nos amis belges et nos amis suisses, des individus. Autre question posée par plusieurs personnes, notamment Nathalie, Claire, François, David. J'ai souvent des brûlures d'estomac. Pourquoi? Est-ce lié au stress ou à mon alimentation? Alors ça, c'est une question qui revient très 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 fréquemment. Juste toujours dans cet équilibre acido-basique, il faut se rappeler que le pH de notre estomac, c'est 3,5. Et quand on a donc avec des sucs gastriques qui sont à 3,5, donc un pH acide. Le pH de l'estomac d'une vache, en comparatif, est à 4. Le pH de l'estomac d'un animal carnivore, un tigre, un chien, un chat, un lion, c'est 1, pH à 1, très acide. Pourquoi? Parce que pour digérer une protéine animale, il faut qu'elle soit dans un milieu très acide. Quand on est dans une surconsommation de protéines animales, je ne dis pas dans une consommation, je dis dans une surconsommation de protéines animales, ce qui est le cas d'une grande majorité du monde occidental, le pH de notre estomac va faire quoi? Ben, tout simplement, il va descendre. Il va s'acidifier. Pour pouvoir répondre à la demande, il va s'acidifier. Et il va descendre 3,5, 3,2, 3, 2,8, 2,5. Petit à petit, il descend. Il descend jamais plus bas que 2, mais il va petit à petit descendre. Et il va, en descendant comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, le pH va, la paroi de notre estomac, elle est conçue pour un pH à 3,5. Elle n'est pas du tout conçue pour un pH à 2,5, 2,8 ou 3. C'est 3,5. Et dès que le pH descend, les cellules de la paroi intestinale vont s'enflammer, tout simplement parce que le pH de leur environnement est perturbé. Et dès que les cellules s'enflamment, ben, ça va générer tout ce qui est en HIT, et notamment dans un estomac, ça va générer des gastrites. Donc, quand on vous dit que votre gastrite est due à un stress, peut-être qu'il y a le stress qui vient rajouter derrière. Mais encore une fois, comme je dis toujours, le stress est le facteur et l'épine irritative. Mais pour qu'une pathologie se mette en place, il faut toujours qu'il y ait un terrain qui le favorise. Et là, en l'occurrence, un terrain d'acidose cellulaire. Et cette acidose, c'est pas le stress qui le fait, qui la met en place, c'est votre alimentation. Libérez déjà le même stress sur un terrain qui n'est pas acide de par l'alimentation ne générera pas du tout les mêmes gastrites, voire pas du tout de gastrite. Il y aura peut-être d'autres symptômes, mais il n'y aura pas de gastrite. Donc, j'ai souvent des brûlures d'estomac, est-ce lié au stress ou à mon alimentation? Ben, c'est principalement lié à votre alimentation, parce que même si vous n'avez pas de stress qui arrive, rien que le fait d'être dans une alimentation hyper acidifiante au travers de la protéine animale, qui est un des acidifiants majeurs avec le sucre, avec les céréales, etc., ben, cela vous mettra en acidose. Et donc ça va générer, mais surtout la protéine animale va faire baisser le pH de votre estomac pour pouvoir répondre à la digestion qui est demandée, donc de pouvoir digérer cette protéine animale. Donc oui, c'est lié à votre alimentation. Si je fais attention aux apports toxiniques, combien de temps faut-il pour que mes douleurs articulaires disparaissent? Posé par Françoise. Alors, bonne nouvelle Françoise, le corps en fait a une particularité, c'est que quand on le maltraite, il nous le rend au centuple. Par contre, dès qu'on commence à lui faire du bien, pareillement, il nous le rend au centuple et d'une façon assez rapide. Dès qu'on commence à faire attention à ces apports toxiniques, il ne faut pas plus de 2 à 3 semaines pour commencer à sentir, on va dire, les bienfaits de ce drainage toxinique. Alors bien sûr, si vous faites attention aux apports toxiniques, à condition bien sûr qu'à côté, vous mettiez en sorte des process pour éliminer les toxines. Un bon drainage par l'eau, une bonne respiration pour drainer les toxines, avec un bon pompage hépatique, etc., etc. Mais dès que vous respectez votre respiration, le drainage au travers de l'eau que vous buvez et que vous faites attention à diminuer les apports toxiniques, très rapidement, on en sent les bénéfices et les bienfaits, et des douleurs telles que des douleurs articulaires, des douleurs matinales au réveil, etc., ont tendance à disparaître. Catherine, qui pose la question suivante, est-ce que la mauvaise hydratation ne peut pas venir de la mauvaise qualité de l'eau que l'on boit? Alors encore une fois, je redis ce que j'ai dit en webinaire,
une grande partie de notre hydratation ne vient pas de l'eau que l'on boit, mais vient de l'eau que l'on mange. L'eau que l'on boit va être importante, la qualité de l'eau que l'on boit va avoir d'autres impacts. Si on boit une eau qui est par exemple, vous savez, la qualité de l'eau n'est pas la même que l'on soit à Montpellier, à Paris ou à Annecy. Quand j'habitais à Annecy, l'eau était absolument extraordinaire. L'eau d'Annecy est une eau qui apporte énormément, qui a beaucoup de, tant en minéraux, etc., mais qu'en alcalinisation aussi de notre pH. C'est une eau alcalinisante, c'est une eau qui est riche en minéraux, etc. Et donc, l'importance de l'eau que l'on boit va être surtout importante en matière d'équilibre acido-basique ou en matière d'apport en nutriments, en minéraux, mais pas en hydratation. Que vous buviez une bonne eau ou une mauvaise eau, de toute manière, ça n'hydratera que entre 5 et 40% votre corps, en fonction de l'heure à laquelle vous allez boire. Si vous buvez le matin, cette eau-là, ça sera plutôt sur une hydratation à 30-40%. Si vous buvez le soir avant d'aller vous coucher, vous serez sur un process d'hydratation à 5%, 95%, 95%, ça sera du drainage, de l'élimination. Donc cette eau, elle est surtout conçue pour drainer, pour éliminer en grande partie. Ce qui va faire la différence, la différence entre les différentes eaux, ça va pas être sur l'hydratation, ça va être sur les apports derrière en minéraux, sur l'acidose ou l'alcalose de votre corps et de vos cellules, de votre milieu, voilà. Mais pas sur l'hydratation, quelle que soit l'eau que vous buvez. Khadija pose la question, est-ce que le régime alimentaire méditerranéen assure un niveau d'hydratation suffisant? Alors oui, en général, oui. Le régime méditerranéen est un régime qui est principalement orienté sur une surconsommation de fruits, de légumes, de céréales, avec de l'huile d'olive, etc. et sur une diminution des protéines animales, notamment au niveau de la viande, des produits laitiers, qui sont principalement sur des produits laitiers chèvres, brebis, etc. Donc une diminution des protéines, une augmentation des fibres et donc des céréales. Je dirais oui. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus hydratant. Sauf si vous cuisez trop vos légumes. Encore une fois, ce qui permet à notre corps de retenir l'eau qu'il y a dans les fruits et dans les légumes, ce sont les fibres. Et s'il y a une trop grande cuisson des fibres, ben forcément, comme on a tendance à le faire en France ou en Occident, forcément, les fibres étant détruites, les fibres ne vont plus permettre une assimilation donc hydrique au niveau de ces fruits, de ces légumes. Donc le régime méditerranéen est très excellent, à condition de garder les légumes al dente et de garder les fruits al dente, c'est-à-dire de ne pas trop cuire quand vous faites cuire. Vous n'êtes pas obligé d'être sur l'alimentation crue, vous pouvez faire cuire en gardant les légumes ou les légumes al dente, croquants. Par contre, une chose importante, c'est que beaucoup de gens souffrent de troubles, on va dire, inflammatoires intestinaux, c'est-à-dire d'intestin enflammé, qui est souvent, très souvent, lié à une mauvaise alimentation sur les mois et les années passées, ou à des pathologies qui ont été mises en place. Sur ces gens-là, allez-y avec vraiment une grande modération en étant accompagné par un thérapeute, par un nutritionniste, par un diététicien, quelqu'un qui vous accompagne dans ces changements alimentaires de façon à ne pas surenflammer votre intestin grêle. Il faut limiter chez les gens qui ont vraiment style syndrome de l'intestin irritable qui touche une certaine frange de la population. Évitez de garder les fibres au départ, allez-y vraiment très progressivement et toujours accompagné par un thérapeute pour modifier votre alimentation. Ne vous amusez pas du jour au lendemain à passer sur une alimentation au régime méditerranéen, ça risque de vous faire souffrir et vous risquez d'avoir des complications derrière. Donc allez-y progressivement, sinon chez quelqu'un qui est normalement constitué au niveau de son intestin grêle et qui n'a pas, ou de son côlon, et qui n'a pas de syndrome d'irritation, oui, gardez des fibres, et plus vous gardez les fibres, plus vous gardez l'eau. Tremper, Claire me demande si tremper les fruits et les légumes, cela est important même s'ils sont bio. Bien sûr, même s'ils sont bio,
Forcément, quand on fait dégorger, qu'on laisse tremper, j'avais expliqué dans le webinaire qu'il était conseillé, pour dégorger une grande partie des pesticides notamment, de laisser tremper, puisque l'eau est le premier, on va dire, diluant qui soit. C'est un produit absolument extraordinaire. Et pourquoi? Tout simplement parce que les pesticides sont attirés par l'eau. Donc dès qu'on fait tremper les fruits et les légumes, les pesticides ont tendance à aller dans le milieu, on va dire, le plus aqueux, c'est-à-dire l'eau qui entoure les fruits, et donc les fruits vont se dégorger. Il faut les laisser tremper un certain temps, mais ça va se dégorger. Et forcément, si vous laissez tremper une pomme qui n'est pas bio et qui a 37 traitements pesticides en moyenne, 34 à 37 traitements pesticides en moyenne, bah forcément, si vous retirez 80% de ces pesticides, il en restera toujours plus que si vous lancez tremper des pommes bio qui ont en moyenne 2 traitements pesticides. Donc la relation elle est toujours, c'est-à-dire c'est toujours à peu près 80% en moins des pesticides qui partent si vous laissez tremper au moins 40 minutes. Par contre, c'est certain que quand on fait tremper du bio, et forcément il reste encore moins des pesticides. Donc mais même le bio, c'est important de le laisser tremper quand même. Parce que sachez que le bio 100%, c'est-à-dire le zéro pesticide, à part de faire vos cultures vous-même sous serre en modifiant la terre, vous n'avez quasiment aucune chance d'être sur du bio à 100%. Les lois européennes autorisent l'utilisation de pesticides limités, mais même sur le bio. Donc forcément, les pesticides sont toujours là, en très très moins grande quantité, mais ils y sont toujours. Ludovic, comment vérifier votre déséquilibre acido-basique? Eh bien Ludovic, il faut tout simplement tester son pipi, ses urines. C'est on va dire, le moyen le plus fiable pour pouvoir tester son équilibre acido-basique, son terrain, on va dire, d'acidose ou d'alcalose cellulaire. C'est au travers des urines, à travers toutes les mictions qu'on va avoir dans la journée, de la première à la dernière. Chaque fois qu'on fait une miction, on teste soit avec un testeur électronique, soit avec des petites bandelettes. Personnellement, je vous conseille plutôt le testeur électronique. C'est plus propre, c'est plus pratique que d'avoir la petite bandelette et de tester. On s'en met plein les doigts. Après, voilà. Et puis c'est très compliqué sur des bandelettes, surtout de comparer les nuances de couleurs. L'éclairage n'est jamais très clair, n'est jamais franc et va toujours influencer, on va dire, la vision que l'on a de la couleur. Donc on n'est jamais sur des diagnostics, on va dire, certains d'acidose ou d'alcalose avec les bandelettes. Donc le petit testeur électronique, comme utilisé par les labos, fait très très bien son office. Il faut juste retirer la première miction du matin et ensuite prendre toutes les mictions et faire la moyenne de ces mictions au niveau pH. Vous avez un pH à 7,2, et puis après à 7,3, et puis après à 7,4, et puis après à 6,9, et puis vous faites toutes les pH, et ensuite vous faites la moyenne sur le nombre de mictions que vous avez eues, et ça vous donne un pH, une moyenne de pH. Edith, le monsieur qui parle, c'est moi le monsieur. Le monsieur qui parle a-t-il une page internet SVP? Oui Edith, j'ai une page internet. J'ai une page avec aussi une chaîne YouTube. La page internet, c'est tout simplement alorchangeons.com. Alorchangeons, tout attaché.com. Merci de la question, Edith. Luc, est-ce que cela signifie qu'il faut éviter de manger des protéines avec des glucides? Je ne dis pas qu'il faut éviter de manger des protéines avec des glucides. Vous avez compris que le corps a beaucoup de mal à associer. Pour digérer une protéine animale, il faut que le milieu qui va la digérer soit acide. Pour digérer une céréale, il faut que le milieu soit alcalin. Le corps ne peut pas être les deux en même temps. Donc je ne dis pas qu'il faut ne plus manger les deux en même temps. Je dis qu'il ne faut pas manger tout le temps les deux en même temps pour laisser en fait à son corps le temps de pouvoir récupérer. Quand on mange associé comme ça à midi, c'est pas un problème parce que derrière on va vivre toute la journée, on va rester éveillé la journée et notre corps va pouvoir digérer. Parce qu'il faut bien se dire que quand on mange associé, au lieu de digérer en 3-4 heures de temps, le corps peut mettre jusqu'à 10-11 heures pour digérer. Et
Quand on mange comme ça le soir à 19h ou à 20h et qu'ensuite on va se coucher après le film à 22h30 ou 23h, on va se coucher. Sauf que notre corps, lui, il continue à travailler parce qu'il digère, il est toujours en train de digérer. Et donc il va digérer toute la nuit et on aura passé toute une nuit de sommeil plus ou moins récupérateur, et plutôt moins que plus, et on sera toute la nuit, notre système digestif sera en train de travailler pour digérer, donc on n'aura pas du tout récupéré. Et on va accumuler de plus en plus de fatigue. Donc ce que je dis, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut plus manger associé, je dis qu'il faut essayer de privilégier au moins 3 ou 4 soirs dans la semaine où on dissocie, où on évite d'associer de façon à permettre à son corps de pouvoir récupérer. Ça nous permet de ne pas être dans l'extrémisme, de pouvoir se faire plaisir, mais tout en respectant son corps et en faisant en sorte qu'il puisse récupérer. Alors, j'ai suivi avec grand intérêt votre webinaire sur les 5 piliers alimentaires. La question qui reste en suspens pour moi est: que faut-il manger au petit déjeuner? Merci de votre réponse, c'est une question de Nadine. Alors, je vais répondre, Nadine, à cette question, si vous permettez, avec une question suivante que j'avais vue concernant le jeûne intermittent. Parce que je vais reparler du petit déjeuner. Et si vous permettez, Nadine, je reviens à la question plus tard. Chantal, quand je mange des céréales, j'ai toujours envie de dormir. Cela agit comme un somnifère. Alors, il faut savoir que les céréales, la plupart des céréales que l'on mange, et c'est normal que ça agisse comme un somnifère, la plupart des céréales que vous mangez sont des céréales qui sont extrudées. Je m'entends, enfin je vous explique, quand je parle d'extrudé, ce sont d'ailleurs des céréales qui sont faites sur un process de fabrication industrielle qui les rend craquantes, croustillantes. C'est les céréales qu'on trouve au petit déjeuner, c'est les cracottes, c'est les biscottes, c'est les crackers, c'est tout ça. Et dès qu'on mange ces céréales-là, comme certaines autres céréales qui sont raffinées, on va dire, vont avoir un index glycémique très élevé. Il faut savoir que vous mangez 100 grammes de céréales K ou de céréales fitness, nature, sans rien déjà, rien que celle-là, c'est comme si vous mangez 100 à 110 grammes de morceaux de sucre. D'un point de vue index glycémique, l'index glycémique est le même, voire supérieur à celui du sucre. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous êtes en hyperglycémie, dès que vous êtes sur des index glycémiques très élevés, vous allez avoir un pic insulinique qui va être immédiatement derrière suivi d'une hypoglycémie réactive. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes fatigué, que ça agit comme un somnifère. Ensuite, dans le process de digestion, c'est tout simplement votre pic insulinique pour pouvoir assimiler des aliments qui sont à fort index glycémique. Donc, évitez de manger des céréales extrudées, évitez de manger des céréales croustillantes, raffinées. Mangez plutôt des céréales complètes, mangez du muesli, mangez des choses qui sont avec des index glycémiques faibles de façon, et vous verrez que les coups de pompe et la fatigue derrière aura totalement disparu. Laetitia, et le gluten dans tout ça? Point d'interrogation. C'est vrai que je n'ai pas parlé pendant le webinaire de gluten. Il existe bon nombre de gens qui sont intolérants au gluten. Et le gluten fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment, enfin depuis quelques années, principalement parce que le gluten que l'on a au jour d'aujourd'hui n'est pas de la même qualité que le gluten qu'il y avait dans les années 70, 80, 70, 80. Et donc, de fait, le gluten qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément un produit qui est, d'un point de vue de notre intestin grêle, n'est pas forcément un produit tip-top. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intolérants au gluten que le gluten est bon pour nous. Personnellement, mais là je vais vous parler de moi, je suis le plus souvent possible, notamment à mon domicile, dans une alimentation sans gluten. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas de gluten. Quand je vais au restaurant, quand je suis chez des amis, etc., s'il y a du pain, s'il y a des pâtes, etc., j'en mange. Pour ne pas habituer mon corps à être sans gluten. Pourquoi? Parce que si je mange radicalement sans gluten, je risque fort de devenir allergique au gluten et de ne plus supporter ensuite quand il y a du gluten. Parce que le gluten actuel, enfin notamment tout ce gluten qu'on trouve actuellement, que je vais appeler de gluten donc industrialisé,
n'est pas forcément très très bon pour la santé. Pour avoir un petit peu la vision de ce que peut faire du gluten de notre temps, de notre époque, sur notre intestin grêle, imaginez, prenez une chaussette, dans cette chaussette-là, mettez de la farine, et ensuite faites couler de l'eau dedans. Et observez ce que la farine fait au niveau de votre chaussette. Ces dépôts qui vont se mettre, qui vont venir encrasser, qui vont créer des amalgames, c'est exactement ce qui se passe dans notre intestin grêle, qui vont venir encrasser notre intestin grêle, notre second cerveau, le siège de tous nos échanges, on va dire, d'absorption en nutriments, minéraux, oligos, etc. Et dès qu'on est encrassé, dès que c'est empâté à l'intérieur, etc., et bien forcément les échanges ne se font que plus difficilement. Et puis nos taux de sérotonine diminuent, et puis notre flore bactérienne en prend. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Et donc forcément, c'est pas très bon. Donc c'est pas parce que on n'est pas intolérant que le gluten est bon pour nous. Donc le petit conseil que je peux vous donner, ce n'est pas d'arrêter le gluten, c'est juste de diminuer. Vous savez, dans notre région du monde occidental, le problème ne vient pas de ce que l'on consomme, le problème vient plus souvent du fait que ce que l'on consomme, on en consomme trop. De boire un verre d'alcool au repas, de boire un verre de vin, ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, de boire trop de vin et de faire 1,5 litre ou 2 litres de vin par jour, ça nuit à la santé. De fumer une cigarette tous les 15 jours, 3 semaines, ça n'a jamais abîmé la santé à personne. Par contre, de fumer 2 ou 3 paquets par jour, ça nuit. De consommer un produit laitier de temps en temps, un fromage, etc., ça n'a jamais détruit la santé de personne. Par contre, d'être dans la surconsommation de produits laitiers, ça nuit, etc., etc. Pareil pour la protéine animale, pareil pour la viande rouge, pareil pour tout. Pareil pour le sucre, de manger un peu de sucre de temps en temps, l'équivalent de 7-8 sucres par jour en quantité, en dosage, ça n'a jamais fait de mal. Par contre, d'être dans une surconsommation de sucre, ça tue. Et donc, c'est la surconsommation, et il en est exactement de même avec le gluten. De manger de temps en temps du gluten, ça ne vous fera pas de mal. Par contre, d'en manger trop, là, du moins celui que l'on a actuellement à notre époque, là par contre, ça peut nous faire du mal. Thierry, est-il préférable de faire un jeûne en supprimant le repas du soir ou le petit déjeuner le matin, afin de respecter les 16 heures de jeûne intermittent? Je vais revenir donc sur la question du petit déjeuner. Le jeûne intermittent est un jeûne qui est absolument extraordinaire parce qu'il permet une détox, il permet une récupération, surtout, un regain d'énergie. Et donc il y a deux solutions. Vous savez, le jeûne intermittent, c'est un jeûne où on va manger et ensuite on va rester c'est même entre 14 et quasiment 20 heures sans manger. La moyenne, c'est 16-17 heures sans manger. C'est-à-dire, je prends un exemple, je fais mon petit déjeuner à 8 heures. Et puis après, je mange à 13 heures. Et ensuite, je ne mange plus jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin. Ou alors, je mange à midi, 13 heures. Ensuite, je mange à 19 heures. Et je ne mange pas jusqu'à 13 heures le lendemain matin. C'est-à-dire, je fais sauter soit le repas du soir, soit le petit déjeuner. Je vais dire que ça dépend un petit peu de votre travail, de votre façon de travailler, de votre vie de tous les jours. Vous avez des gens qui de par leur activité professionnelle, ne peuvent que très difficilement manger à midi. Auquel cas, je conseillerais à ce moment-là de sauter, pour ce jeûne intermittent, de sauter le petit déjeuner, de manger le soir, bien sûr pas trop chargé, pas trop lourd, mais de mettre ensuite au repos jusqu'au repas du midi le lendemain, c'est-à-dire de sauter le petit déjeuner. Pour les autres personnes, personnellement, je suis plutôt favorable au fait de ne pas manger le soir, c'est-à-dire de manger son petit déjeuner vers 8h, 7h, je ne sais pas à quelle heure vous le prenez. Ensuite, de manger à 13h, midi et demi, 13h. De faire un petit encas vers 5h. Et ensuite, plus rien jusqu'au lendemain. 8h. Ou un petit encas à 16h si vous avez. Il faut toujours laisser quelques heures entre l'encas et le repas, mais ne rien manger après 16-17 heures. Jusqu'au lendemain. Et si vous mangez 16-17 heures, privilégiez des fruits, tout simplement parce que les fruits se digèrent très 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 rapidement. Ils ne digèrent pas au niveau de l'estomac, ils digèrent au niveau de l'intestin. En 10 minutes, un quart d'heure, le fruit est digéré. Et avec les fibres, les index glycémiques peuvent être très bas, donc privilégiez les fruits. Mais
je suis plutôt pour, on va dire, sauter le repas du soir que sauter le petit déjeuner du matin. Cependant, après, on fait comme on peut en fonction de son planning, de sa vie. Juste pour info, sachez-le, beaucoup de sportifs de très 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 haut niveau, des triathlètes, des sportifs de l'extrême, Ironman, etc., sont des gens qui font des diètes intermittentes et qui sautent un repas, voire deux, qui font même des diètes plus longues hein, que presque de 20 heures pour gagner en énergie, pour avoir un regain d'énergie, et ça leur fait le plus grand bien, et ça fait le plus grand bien au club, au corps, je veux dire. Et sachez-le, les grands maîtres spirituels, notamment en Asie, sont des gens qui font un repas par jour. C'est chez nous, dans notre pays, qu'on nous dit qu'il faut faire 3-4 repas par jour. Ce n'est pas la même vérité partout dans le monde. Il faut juste le savoir. Ce qui est vrai pour nous n'est pas forcément vrai pour les autres. Donc, arrêtez de croire ou de penser que le fait de ne pas manger le matin est très néfaste pour la santé, ou que le fait de ne pas manger le soir, de ne pas respecter ces 3 repas par jour peut nuire à la santé. Notre corps s'adapte très bien, et justement en le mettant un petit peu au repos, ça lui permet de pouvoir encore mieux s'adapter. Alors maintenant, le petit déjeuner idéal le matin, pour moi, c'est thé vert de façon alcalinisée. C'est si vous mangez du pain, c'est du pain complet. Et c'est surtout des apports en lipides, c'est-à-dire un œuf, un bout de fromage, pour ceux qui veulent du fromage. Si vous mangez du fromage, privilégiez brebis, chèvre, plutôt que fromage de vache. C'est éventuellement une petite poignée d'amandes, de noix d'oléagineux, pour alcaliniser les amandes. Voilà, pour moi c'est ça, banane écrasée avec des amandes pilées dedans, excellentissime, mais toujours avec une protéine le matin. Voilà, toujours avoir un apport protéinique le matin, un apport de lipides, on va dire aussi, de façon à avoir ces apports-là dans la journée. N'oubliez pas que les apports de notre corps, c'est 40-30-30, 40 glucides, 30 lipides, 30 protéines, et il faut le respecter ensuite dans la journée. Voilà, ce que vous avez pris le matin, ne reprenez pas forcément le soir ou à midi. Geneviève me demande, est-ce que la raw food est bonne pour la santé? Ah oui, j'ai oublié pour le petit déjeuner, si vous voulez sucré, pas de sucre raffiné, privilégiez des sucres comme le sucre de coco ou éventuellement du fructose, qui ont des index glycémiques très faibles et qui sont alcalinisants. Voilà. Est-ce que la raw food est bonne pour la santé? La raw food, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'alimentation crue. Ça porte un nom. Enfin bref, renseignez-vous, mais c'est ceux qui mangent cru. Est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant, alors bien sûr, principalement sur les fruits et les légumes. Donc les adeptes de la raw food mangent cru tous leurs légumes et tous leurs fruits. On n'est pas obligé de manger cru, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de manger cru pour avoir l'hydratation. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Je vais vous dire oui, à condition, encore une fois, de ne pas avoir de syndrome de l'intestin irritable, ou de ne pas avoir d'irritation intestinale, qui est très très souvent liée, qui peut être liée à des pathologies ou liée à une mauvaise alimentation au préalable. Dans le cadre de cet intestin irrité, c'est quelque chose vraiment que je ne préconise pas du tout. Par contre, sorti de ce cadre-là, chez quelqu'un qui a un intestin en parfait état, etc., c'est une alimentation c'est un régime, on va dire, qui peut apporter énormément au corps. Ça peut être bien. Mais moi, je suis un partisan, on va dire, de l'équilibre et de la mixité. Je ne suis pas dans l'extrémisme du tout. Voilà, je dis pas que la raw food est extrémiste, mais je dis que il faut habituer son corps à tout. Si on habitue tout le temps son corps à manger cru, le jour où on modifie les textures, où on modifie la préparation, le corps a du mal à s'adapter. Donc je suis un partisan de la modération et de l'équilibre, on va dire, dans notre alimentation. Encore une fois, sans être jamais dans les excès, soit dans un sens, soit dans l'autre. Christelle, comment bien s'alimenter quand on travaille la nuit? Ça, c'est une question qui revient fréquemment, Christelle, tout simplement parce que il y a deux façons de manger quand on travaille la nuit. Il y a celles et ceux qui donc se lèvent vers 10h, 11h, midi,
vont manger à midi pour ensuite aller travailler vers 17-18 heures et vont rester réveillés jusqu'à 7-8 heures du matin, vont se coucher à 7-8 heures du matin pour se réveiller à midi. Et donc, deux cas de figure. Soit je me lève à midi et je mange mon repas de midi, c'est-à-dire que je rejoins les autres à table, style brunch. Et puis le soir, je mange comme vers 20 heures, avant d'aller travailler, je mange comme je mangerais un soir à 20 heures. Et puis je finis ma journée et je vais aller me coucher. Et avant d'aller me coucher, je me bois une tisane, comme si c'était le petit déjeuner. Je me bois une tisane et je vais me coucher. Ou il y a la deuxième, ça pour pas perturber, pour rester sur les mêmes créneaux horaires. Et puis la deuxième solution, c'est je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner à midi, comme je prendrais mon petit déjeuner le matin à 8 heures. Et puis à 20 heures, je mange comme si je devais manger à midi. Et puis le soir, avant d'aller me coucher, je me fais un repas comme si je me rentrais le soir à la fin du travail. Dans les deux cas, ça peut être bien, tout dépend ce que vous mettez dans votre petit déjeuner, dans votre repas de midi et dans votre repas du soir. Si vous êtes habitué, comme beaucoup de gens, à charger le repas du soir avant d'aller vous coucher, je vous déconseille sincèrement le soir de manger comme si c'était un repas du soir. Donc le matin, je veux dire à 8 heures, de manger comme si c'était un repas avant d'aller se coucher. Vraiment, je vous le déconseille parce que vous allez vraiment perturber le rythme du sommeil et ça va pas être bien. Rappelez-vous toujours, que ce soit d'une façon ou que ce soit d'une autre, vous devez toujours faire en sorte de manger light, léger, dissocié avant d'aller vous coucher pour avoir une récupération. Et cette récupération, elle est d'autant plus importante chez les gens qui sont sur un cycle de travail de nuit, qui sont complètement déphasés et qui ont besoin d'énormément récupérer parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux. En plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre corps, les cellules de notre corps se régénèrent, notamment les cellules de notre foie, de différents organes. Notre foie, c'est 1h, 3h du matin. Et quand on est en cycle décalé, c'est tout simplement ce travail de régénération cellulaire est beaucoup plus difficile pour le corps. Et si vous le perturbez encore un peu plus avec des cycles de récupération perturbés, on va dire, maltraités par votre alimentation, ça va être très difficile pour votre corps. Donc privilégiez que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre, quoi que vous mangez, faites en sorte de manger light avant d'aller vous coucher vers 7h, 8h ou 9h du matin. Jacqueline, bonsoir, c'est la dernière question, donc on va finir avec Jacqueline. Bonsoir, j'ai entendu dire que pour faire diminuer l'index glycémique d'un aliment, il fallait combiner soit avec un aliment gras ou riche en fibres. Et à contrario, j'ai appris que si on combine un féculent avec un aliment gras, la graisse va être davantage stockée dans nos cellules. Quelle est la vérité? Il est vrai que, Jacqueline, il est vrai que si vous mangez un aliment avec un fort index glycémique, si vous l'associez à un lipide, cela fait baisser l'index glycémique. Au niveau de notre intestin grêle, il y a deux façons de faire baisser l'index glycémique. Soit de l'associer à une fibre, c'est le coup de la carotte. Si je mange une carotte crue, donc avec des fibres, l'index glycémique est à 35. Si je mange une carotte cuite à la vapeur, l'index glycémique, il n'y a plus les fibres, l'index glycémique monte à 85, 85. C'est la fibre qui va permettre à mon intestin grêle de reconnaître un glucide comme un glucide complexe à assimilation lente ou un glucide rapide, à assimilation rapide. Il en est de même avec les lipides. Les lipides vont faire en sorte que pour l'intestin, c'est beaucoup plus difficile à digérer, donc il va le reconnaître comme un glucide à assimilation lente. C'est la raison pour laquelle, si vous observez la liste des index glycémiques, vous verrez que les index glycémiques, par exemple, d'une glace au chocolat, est plus faible que l'index glycémique d'un sorbet. Tout simplement parce que dans la glace au chocolat, il y a des lipides, elle est émulsifiée, et donc à partir de là, l'index glycémique faible parce que l'intestin fait baisser et reconnaît ce glucide comme un glucide plus complexe à assimiler, et donc fait baisser l'index glycémique. Si on combine un féculent avec un aliment gras, la graisse va être davantage stockée. Ça va dépendre, le féculent, l'index glycémique du féculent. Si c'est un index glycémique élevé, oui.
Si c'est un index glycémique faible, bof bof. Tous les féculents n'ont pas le même index glycémique. Si vous prenez du pain complet, par exemple, c'est un index glycémique faible à 35-40. Par contre, si vous prenez du pain blanc de la baguette parisienne, c'est 95, sachant que le sucre est à 70. Donc, tout va dépendre du féculent que vous y mettez et de l'index glycémique du féculent que vous y mettez. Voilà, j'espère avoir répondu à plein de questions, que même si vous ne les avez pas posées vous, ça vous aura apporté, on va dire, des réponses à d'éventuels questionnements. En attendant, mon prochain webinaire, qui sera un webinaire passionnant sur la posture et les émotions, la gestion de la posture dans la gestion de nos émotions, donc la posturologie dans la gestion de nos émotions, avec Bibouda. N'oubliez pas, c'est le 17 novembre, donc dans quelques jours, à 20h30 heure de Paris, avec une guest star, encore un invité surprise, enfin un invité surprise, pas si surprise que ça, c'est un grand sportif, encore une fois, un épéiste, et qui plus est, qui, outre le fait d'être multiple champion dans sa discipline, est aussi kinésithérapeute comme moi. Donc voilà, nous vous attendons de pied ferme sur ce prochain webinaire, j'espère que vous serez présents avec nous, et là encore, il y aura certainement plein de questions, donc derrière, une capsule de questions-réponses. Et en attendant, moi je me dis, prenez bien soin de vous, faites attention à votre alimentation, faites attention à vous, à votre respiration, prenez soin de vous parce que vous êtes précieux et précieuses. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.